catastrophes aériennes ne sont pas toujours accidentelles. Beaucoup de gens sont morts ce 12 décembre et ça aurait pu être évité. Le vol Arrow Air 1285 s'est-il écrasé en raison de conditions météo difficiles? Ou bien s'agissait-il d'un attentat? Il y avait un trou dans le fuselage et le métal était recourbé vers l'extérieur. Nous verrons comment, dans deux autres affaires, un excellent travail d'enquête a permis de révéler la vérité et ainsi de démasquer deux tueurs suicidaires. Des gens retrouvent des débris de l'appareil. Une femme découvre un corps à côté de sa grange. Les leçons tirées de ces deux drames permettront-elles de résoudre le mystère du vol Arrow Air 1285? C'est la pire catastrophe en temps de paix dans l'histoire de l'armée américaine. Nous sommes le 12 décembre 1985 à Ottawa, au Canada, et les fêtes approchent. David McNair, un enquêteur du Bureau canadien de la sécurité aérienne, est réveillé au petit matin par un appel urgent. Un accident s'est produit à l'aéroport de Gander, sur l'île de Terre-Neuve. La personne au téléphone a dit qu'il y avait eu un accident à Gander, une sortie de piste. Je n'ai pas tout de suite pensé que c'était grave. Mais la phrase juste après, c'était « Il y a 256 morts ». Et là, j'ai compris qu'on avait affaire à une vraie catastrophe. En tant que directeur des opérations au sein du Bureau canadien de la sécurité aérienne, David McNair doit se rendre sur place avec son équipe le plus vite possible. Nous avons tout de suite compris qu'il fallait des grands moyens. Et nous sommes partis le matin même à Gander pour commencer l'enquête sur place. Les enquêteurs découvrent une vision de cauchemar. Je n'avais jamais rien vu de tel. C'était le pire accident aérien dans l'histoire du Canada en termes de nombre de victimes. C'était terrible à voir. Après un voyage de 1600 km, David McNair et son équipe constatent que les débris du vol Arrow Air 1285 brûlent toujours. Il y avait encore de la fumée et des flammes d'un côté. C'était un accident très impressionnant. L'appareil s'est écrasé à environ 1500 mètres de la piste juste après le décollage. Il n'y a aucun survivant parmi les 256 personnes à bord. David McNair et son équipe doivent maintenant reconstituer les derniers instants du vol, une tâche extrêmement complexe. Les enquêteurs apprennent que le vol Arrow Air 1285 a atterri à Gander le 12 décembre à l'aube. Le DC-8 transportait plus de 200 soldats américains. Après une mission de maintien de la paix en Égypte d'une durée de 6 mois, les hommes avaient hâte de retrouver leur famille pour les fêtes. L'appareil avait déjà fait escale en Allemagne et Gander, dans le nord-est du Canada, devait être la dernière halte pour ravitaillement durant ce voyage de 20 heures. La destination finale était la base du régiment, Fort Campbell, dans le Kentucky. Les soldats rentraient chez eux après une mission de 6 mois dans le Sinaï.
On était à quelques semaines de Noël et je pense que l'ambiance devait être très joyeuse. Tout le monde était surexcité. Le ravitaillement en carburant, en liquide hydraulique et en eau prend à peu près 1 heure. Et après ça, c'est le moment de repartir. Au moment du départ, tout paraît normal. Les données de vol révèlent cependant que le DC-8 peinait à grimper. C'est une situation d'urgence. L'équipage tente clairement de faire monter l'appareil, mais malgré tout, celui-ci perd de l'altitude. L'avion a un problème. Peu après le décollage, l'appareil est incapable de se maintenir en vol. Le DC-8 frôle les arbres au-delà de la piste. Puis c'est la catastrophe. Les ailes sont pleines de carburant. Ce carburant prend feu. Donc, un grave incendie se déclare presque immédiatement. Sur le site du crash, c'était comme si un bulldozer avait traversé la forêt en coupant tous les arbres. Tom Badcock, un capitaine de l'armée de l'air venu de la base voisine, découvre une scène de destruction. En fait, on était seuls, et c'était calme. Les seuls bruits qu'on entendait, c'était les cris des pompiers au loin et le crépitement des flammes. Malgré ses années de service dans l'armée de l'air, Tom Badcock est horrifié. Beaucoup d'hommes avaient acheté des cadeaux pour leurs familles et leurs enfants. Des peluches avec l'inscription « Grinder, Terre-Neuve ». Il y avait tous ces corps jonchés au sol, des militaires en uniforme. Certains de nos hommes, certains soldats, n'ont pas supporté. Ils ont juste dit « Je ne peux pas. Je ne peux pas ramasser des débris humains pour les mettre sur une civière. » Il y avait beaucoup d'hommes qui vomissaient, qui étaient malades. C'était difficile à supporter. En attendant que la montagne de débris soit rassemblée, la première piste suivie est celle d'un accident causé par le froid. Pourquoi cet appareil s'est-il écrasé? Le ciel était dégagé, il n'y avait pas de vent, pas de tempête. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et là, je pense au givre. Je me dis, bon sang, est-ce qu'ils ont dégivré l'avion? Plusieurs jours après le crash, les débris brûlent toujours. Les enquêteurs découvrent alors que l'appareil avait une altitude de vol étrange au moment de l'impact. Pour comprendre la cause d'un accident aérien, la meilleure méthode est de reconstituer précisément l'enchaînement d'événements qui y a mené. Par exemple, dans le cas du vol à ROR, l'appareil a percuté le sol avec le nez vers le haut. Donc on se demande pourquoi. C'est alors qu'une terrible nouvelle en provenance du Moyen-Orient sème le doute. À Beyrouth, une agence de presse a reçu un appel téléphonique revendiquant le crash de l'appareil comme un attentat commis par l'organisation du djihad islamique. C'était une milice chiite qui avait menacé de continuer à poser des bombes tant que les États-Unis ne retiraient pas leurs troupes du Liban.
Fondée voilà peu, l'organisation du djihad islamique a déjà tué plus de 250 Américains, dont de nombreux soldats déployés au Moyen-Orient. Des terroristes auraient-ils placé une bombe à bord avant que l'appareil ne quitte l'Égypte? Le capitaine Tom Badcock est chargé de la protection nucléaire, radiologique, biologique et chimique sur la base aérienne voisine. Et il fait une étrange découverte parmi les débris. Il y avait un objet sur le site du crash que personne n'arrivait à identifier. Quelque chose qui émettait de la lumière. C'était un objet cylindrique, à peu près de la taille d'une grande bouteille de soda, je dirais. Et puis c'était une matière brillante, qui n'avait pas l'air de s'éteindre. Je ne sais pas pourquoi. Ça continuait de brûler. C'était incroyable. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Je n'avais jamais vu un objet comme ça. Le mystérieux objet est emmené au laboratoire pour analyse. La catastrophe semble avoir été causée par un attentat. Mais d'autres éléments viendront-ils confirmer la présence d'une bombe? Les enquêteurs peuvent se baser sur des décennies d'archives pour comprendre ce qui s'est passé. Une vingtaine d'années plus tôt, l'une des plus incroyables catastrophes dans l'histoire de l'aviation américaine a prouvé qu'une explosion en vol laissait forcément des traces, identifiables en fonction de l'éparpillement des débris de l'appareil et de leur forme. Nous sommes le 22 mai 1962. Le vol Continental Airlines 11 a quitté l'aéroport O'Hare de Chicago avec pour destination Kansas City. Il y a 37 passagers à bord et l'équipage a hâte de rentrer après ce vol, le dernier de la journée. Les contrôleurs aériens ont conseillé aux pilotes de voler à 28 000 pieds, soit 8 500 mètres environ. Cependant, un orage approche et le commandant de bord expérimenté souhaite grimper à 39 000 pieds, presque 12 000 mètres, pour l'éviter. Les orages sont très dangereux pour un avion, pour plusieurs raisons. Donc, l'équipage demande un changement de cap afin de contourner l'orage. Le contrôleur aérien accepte et les pilotes commencent à manœuvrer pour continuer à voler dans un ciel dégagé. Sous la surveillance du contrôleur aérien, le vol Continental Airlines 11 monte à 36 800 pieds lorsque tout à coup, l'appareil disparaît du radar. C'est vraiment un instant dramatique, quand on comprend que l'appareil a tout simplement disparu. Et les pilotes ne répondent plus aux communications radio. Les contrôleurs aériens signalent aux autorités la dernière position connue de l'appareil. Mais les forces de police locales ne trouvent rien. L'appareil semble s'être volatilisé. Finalement, une famille d'agriculteurs fait une incroyable découverte sur ces terres. C'est nous qui avons trouvé l'avion. Il était environ 4 heures du matin. Et il n'y avait personne. C'était totalement silencieux. Le silence est seulement troublé par des gémissements au milieu des débris.
Il y avait un homme qui gémissait. Il était d'origine japonaise. Il n'avait pas une égratignure. Il était indemne. Aucune fracture, rien. Takehiko Nakano, 27 ans, est allongé sur une rangée de 3 sièges, tous intacts. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il a survécu à une chute de près de 11 000 mètres. L'unique survivant semble totalement désorienté, ce qui n'est guère étonnant. Mais son état général ne paraît pas inquiétant. Quand les secours sont arrivés, ils l'ont dégagé des débris et ils lui ont expliqué ce qui s'était passé. Takehiko Nakano meurt finalement peu après son arrivée à l'hôpital. C'est le choc qui l'a tué. À l'époque, on ne savait pas comment soigner ça. Dès l'aube, d'autres personnes commencent à signaler des débris retrouvés dans leur propriété. Des gens qui habitent la région retrouvent des débris de l'appareil. Un homme découvre un réacteur dans son jardin. Des pièces métalliques, des débris de l'appareil sont éparpillés un peu partout. Une femme découvre un corps à côté de sa grange. Des serviettes avec le logo Continental Airlines sont retrouvées à 240 km du point d'impact. Il y en a partout. Comment expliquer qu'un appareil qui n'était pas en perdition ait pu s'écraser brusquement? L'unique témoin survivant ayant finalement succombé, les enquêteurs espèrent faire parler les débris. Gary Barrickman a participé aux opérations de recherche. On était un groupe d'une vingtaine de volontaires et on a aidé le shérif bénévolement. C'est une entreprise titanesque. Pendant une dizaine de jours, on a ramassé et rassemblé les débris. Ça s'étendait sur une dizaine de kilomètres. Il y avait 3 ou 4 messieurs que je n'avais jamais vus et ils ont dit qu'ils étaient du FBI. Avec l'aide du FBI, la direction de l'aéronautique civile rassemble les débris dans une grange. Les experts commencent alors à reconstituer l'appareil grâce à une énorme pile de manuels du constructeur Boeing. On a construit un cadre avec des planches. C'était assez bizarre à voir, comme une grosse table. Et puis ils ont commencé à fixer les bouts de l'appareil dessus. C'était comme assembler un puzzle en fait. Ils se repéraient aux inscriptions et aux hublots. Les enquêteurs constatent que certains fragments du fuselage sont de plus petite taille que les autres. Et très vite, ils comprennent quelque chose de crucial. La taille des morceaux de fuselage diminuait à mesure qu'on approchait des toilettes. Donc, les enquêteurs ont su que la force inconnue qui avait causé la destruction de l'appareil provenait de cette zone. Les experts réalisent avec horreur que ces indices suggèrent la présence d'une bombe. Dans les toilettes d'un avion, il n'y a rien qui puisse causer une explosion. Donc, les enquêteurs savent que c'est forcément du sabotage. Des tests en laboratoire confirment la présence de résidus d'explosifs sur les fragments de fuselage à proximité des toilettes. C'est bien une bombe qui a détruit le vol Continental Airlines 11. Mais qui l'a introduite à bord? Et pourquoi? Les enquêteurs passent en revue la liste des passagers. La dernière personne montée à bord
retient leur attention. Un dénommé Thomas Doty. Thomas Doty, homme d'affaires raté, était convoqué au tribunal la semaine suivante pour répondre d'une accusation de vol à main armée. Les enquêteurs découvrent également que Thomas Doty a contracté une assurance vie à l'aéroport. À l'époque, acheter une assurance vie avant un vol est une pratique assez courante. Mais Thomas Doty a choisi un contrat avec la prime maximale, 250 000 $, soit plus de 2 millions en dollars d'aujourd'hui. Et sa femme en est la bénéficiaire. En reconstituant son emploi du temps des derniers jours, les agents du FBI découvrent que Thomas Doty s'est rendu dans une quincaillerie. Le propriétaire se souvient d'un achat inhabituel. L'enquête du FBI a montré qu'il avait acheté 6 bâtons de dynamite. Dès lors, une seule conclusion s'impose. À près de 11 000 mètres d'altitude, Thomas Doty a placé les bâtons de dynamite dans la cuvette des toilettes. C'est la première attaque suicide dans l'histoire du transport aérien. Son objectif était de laisser suffisamment d'argent à sa femme enceinte et à sa fille de 5 ans pour vivre sans lui. Ce plan machiavélique est finalement déjoué par le brillant travail d'investigation des enquêteurs. À la suite de cette affaire, les compagnies d'assurance-vie ont lancé une grande campagne de communication pour expliquer qu'au moindre soupçon de sabotage, la prime ne serait pas payée. Et la femme de Thomas Doty a reçu 12,50 $ pour rembourser le contrat de la police d'assurance. Ce contrat n'était plus considéré valide et la compagnie a refusé de payer. À la suite de cette affaire, tous les enquêteurs techniques apprennent à reconnaître les débris typiques de l'explosion d'une bombe en vol. Une vingtaine d'années plus tard, en 1985, la même question se pose. Une bombe placée à bord a-t-elle causé la perte de l'appareil? David McNair et son équipe utilisent la même méthode que leurs prédécesseurs. Ils rassemblent les débris et reconstituent méticuleusement le fuselage du McDonnell Douglas DC-8. Les enquêteurs étudient notamment la taille et la position des fragments. Si nous avions trouvé des débris entre la piste de décollage et le point d'impact, par exemple des pièces de moteur, nous aurions pu dire que c'était un problème de propulsion. Ou alors, si un panneau de fuselage s'était détaché, ça aurait indiqué que l'appareil avait des problèmes structurels. Cette fois, cependant, aucun élément ne vient confirmer la piste d'une bombe. Nous n'avons trouvé aucun indice d'explosion, rien ne s'était détaché de l'appareil. Afin d'écarter toute possibilité d'erreur, des fragments de fuselage sont analysés pour détecter la signature chimique d'explosifs. Certains débris considérés comme éventuellement suspects ont été testés en laboratoire et le résultat a été systématiquement négatif. Au cours de l'autopsie des victimes, des radios ont également été réalisées pour voir si des éclats de bombe indiquaient une explosion à bord. Mais là aussi, c'était négatif. David McNair et son équipe en concluent que la thèse d'une bombe est hautement improbable. La revendication de l'organisation du djihad islamique est rejetée.
Les enquêteurs se tournent alors vers une autre piste. Le froid glacial de l'hiver canadien. Le crash ayant eu lieu juste après le décollage, les enquêteurs pensent à un simple décrochage. Comme on essayait de comprendre pourquoi l'appareil avait décroché, on a étudié la possibilité de présence de glace sur les ailes. Or, compte tenu des conditions météo, il y avait bien un risque de givrage. L'appareil n'avait pas été dégivré, la présence de givre sur les ailes et le fuselage était très probable. Si on veut que l'avion ait une portance suffisante pour le décollage, l'écoulement d'air doit être fluide au-dessus et en dessous des ailes. Or, la présence d'une couche de givre entraîne des perturbations au-dessus de l'aile et augmente la traînée, ce qui peut avoir des conséquences catastrophiques. J'ai eu la surprise de constater qu'une couche de givre rugueuse comme du papier de verre peut diminuer la portance et augmenter la traînée dans des proportions très importantes. Donc ces petites rugosités ont des effets énormes. Une minuscule couche de givre peut faire s'écraser un appareil de grande taille, surtout un DC-8. Donc il me semblait tout à fait possible que le givre ait été l'une des causes de l'accident. Un autre facteur a pu contribuer au décrochage de l'appareil. Les enquêteurs découvrent en effet que l'équipage a fait une erreur critique en sous-estimant le poids du chargement. En voyant qu'il était indiqué 77 kg pour le poids de chaque passager sur le manifeste de chargement, nous avons tout de suite eu des soupçons. D'après mon expérience de pilote dans l'armée, c'est beaucoup trop léger pour des transports de troupes. En fait, l'appareil avait une masse au décollage supérieure de plus de 6 tonnes à ce qui était indiqué sur le formulaire. Donc si les pilotes se sont basés sur ces chiffres erronés pour calculer la vitesse de décollage, c'est problématique. La combinaison des deux facteurs de risque semble fournir une explication suffisante. Avec du givre sur les ailes, une contamination, on peut tout de même s'en sortir en volant plus vite. Mais en volant plus lentement, on court à la catastrophe. Dans leur première version du rapport, les enquêteurs concluent qu'une surcharge au décollage et le givrage des ailes ont causé le décrochage de l'appareil après 30 secondes de vol seulement. Néanmoins, cette thèse ne fait pas l'unanimité. Les Philotas et 3 autres experts estiment que les données de la boîte noire viennent contredire la conclusion du rapport. J'ai emporté le rapport chez moi, j'ai commencé à le lire et j'ai tout de suite été voir la partie concernant l'enregistreur de bord. Et en examinant les données, j'ai compris que la conclusion n'était pas la bonne. Puisque d'après l'enregistreur de bord, le décollage est tout à fait normal. Et tout à coup, c'est la catastrophe. L'appareil perd de la vitesse presque instantanément en quelques secondes. Selon Les Philotas, cette brusque perte de vitesse ne peut s'expliquer par les conditions hivernales. Donc j'ai tout de suite eu des soupçons. Parce qu'une petite couche de givre sur les ailes ne peut pas causer une perte de vitesse, une décélération aussi importante. Les Philotas estime qu'un acte délibéré ne peut être exclu. De fait, il y a d'autres moyens qu'une bombe pour causer le crash d'un avion. Nous sommes le 7 décembre 1987. Le vol Pacific Southwest 1771 assure une liaison régulière entre Los Angeles et San Francisco. Les pilotes s'attendent à rencontrer des turbulences. Il y a beaucoup de passagers, c'est un vol de routine. Et les pilotes sont en communication avec le contrôle aérien. Ils discutent du meilleur itinéraire à prendre pour éviter les turbulences. Tout à coup, la situation bascule. Il lance un appel de détresse.
Ils disent que c'est une situation d'urgence et que des coups de feu ont été tirés. Quelques instants plus tard, le vol Pacific Southwest 1771 disparaît du radar. Et il n'y a plus de contact radio. Inquiets, les contrôleurs aériens alertent les autorités en signalant la dernière position connue de l'appareil. L'appareil est retrouvé rapidement grâce aux dernières coordonnées radar. En raison des coups de feu, le FBI est alerté. L'agent Richard Bretzing et son équipe sont parmi les premiers sur les lieux. Le rapport m'a tout de suite amené à penser qu'un crime avait été commis à bord de l'appareil. Rassembler les preuves du crime ne sera pas une mince affaire. L'appareil avait presque atteint la vitesse du son lorsqu'il a percuté le sol. L'appareil était entièrement détruit. Les fragments de l'avion et les restes humains étaient dispersés sur un périmètre incroyablement grand, tout un flanc de colline et au-delà. La force de l'explosion a envoyé les débris à plusieurs kilomètres. Pour reconstituer les derniers instants du vol, les enquêteurs ont avant tout besoin des boîtes noires. Les enregistreurs de bord jouent généralement un rôle critique dans une enquête. Dennis Grossi est l'un des enquêteurs techniques chargés de l'affaire. Dans ce cas précis, l'appareil était totalement détruit. Ce crash aurait pu servir d'étalon pour mesurer la violence d'un impact contre le sol. Donc c'était problématique pour les enregistreurs de bord. Par miracle, les enquêteurs retrouvent une des boîtes noires, mais en très mauvais état. Un fragment de l'enregistreur de données de vol a été retrouvé, la partie qui contenait la bande magnétique. La bande magnétique étant gravement endommagée, les chances de récupérer les données de vol semblent minces. Mais Dennis Grossi garde espoir. Malheureusement, la bande qui enregistrait les données de vol était gravement endommagée. Je n'ai pu récupérer que les derniers instants, juste avant le crash. L'appareil volait à 512 nœuds, je crois. La vitesse au moment de l'impact constitue un premier indice. Il est impossible pour un avion de ligne de voler aussi vite, à moins de piquer volontairement vers le sol. En se basant sur la bande magnétique reconstituée, Dennis Grossi conclut donc à un acte délibéré. Puis, contre toute attente, la chance sourit à nouveau aux enquêteurs. Bien que l'enregistreur de conversation du poste ait été réduit en pièces, des données audio sont récupérées. Ces enregistrements confirment les témoignages glaçants des contrôleurs aériens. Le pilote et le copilote disent qu'il y a un peu de turbulence et ils discutent de l'altitude à laquelle voler. Et au milieu de cette conversation, on entend deux détonations très fortes. D'expérience, on a tout de suite reconnu le son des coups de feu. À la suite des coups de feu, la communication a été coupée et les contrôleurs aériens n'ont plus rien entendu. Les enquêteurs peuvent maintenant reconstituer ce qui s'est passé dans les derniers instants avant le crash. À ce moment-là, la porte de la cabine s'ouvre violemment et on entend une voix de femme, celle d'une hôtesse, qui dit « Commandant ». Le commandant répond « C'est quoi le problème ?» On entend une voix d'homme qui dit « C'est moi le problème ». Et ensuite, il y a deux détonations très fortes.
Et puis quelques instants plus tard, on entend un troisième coup de feu. Là, on entend que l'appareil change d'attitude de vol. Il commence à descendre en piqué. Un certain nombre d'alarmes commencent à sonner dans le cockpit, et après, c'est le silence, c'est l'impact. Il s'écoule 47 secondes entre le premier coup de feu et le moment de l'impact. We believe criminal activity did bring this aircraft down. Shots were heard by someone in the forward part of the aircraft. We are looking for a weapon, and hopefully, if there's one, we'll find it. Un individu non identifié a précipité vers la mort les passagers et l'équipage. De qui s'agit-il? Et comment expliquer son geste? Les enquêteurs passent en revue la liste des passagers et deux individus attirent immédiatement leur attention. Tous deux travaillent pour la compagnie Pacific Southwest. Ray Thompson appartient à la direction. David Burke est un employé. Ils ont découvert qu'une altercation avait eu lieu ce jour-là dans les bureaux de la compagnie entre le directeur, Ray Thompson, et un employé qui venait de se faire licencier. L'individu en question s'appelait David Burke. Ce David Burke s'était fait prendre sur le fait au moment où il volait de l'argent au personnel navigant. 69 $, c'était la somme en question. Immédiatement après son licenciement, David Burke achète un billet sur le vol emprunté quotidiennement par Ray Thompson. On a découvert que tout de suite après cette altercation, David Burke a acheté un billet, un aller simple, sur le vol que Ray Thompson prenait tous les jours pour rentrer chez lui à San Francisco. L'enquête du FBI montre que David Burke était installé dans un siège très proche de celui de Ray Thompson. Sur le site du crash, les équipes de recherche voient leurs efforts récompensés. Après 2 jours de travail, un nouvel élément de preuve est découvert parmi les débris. Un message avait été écrit sur un sac vomitoire. « Salut Ray. C'est plutôt ironique qu'on se retrouve comme ça, je trouve. J'ai demandé de la clémence pour ma famille. Tu te souviens? Tu as refusé et tu vas le regretter. » Cette découverte semble confirmer que David Burke voulait se venger. À un moment donné, il écrit un message destiné à son ancien patron. Son intention est de lui laisser le temps de réaliser l'horreur de la situation. Il est probable que David Burke donne lui-même le message à Ray Thompson avant de passer à l'action. Sur le site du crash, les recherches continuent. Cette découverte macabre va apporter une preuve irréfutable de la culpabilité de David Burke. Le revolver a été retrouvé en 2 morceaux. Le barillet était intact et à l'intérieur, il y avait 6 douilles vides. Il y avait aussi un doigt dans le pontet qui a été identifié plus tard comme appartenant à David Burke.
Richard Bretzing peut maintenant reconstituer les événements qui ont mené au crash. Après avoir acheté un billet à la dernière minute, David Burke évite les contrôles de sécurité grâce à son badge d'employé d'une compagnie aérienne. Il parvient ainsi à monter à bord avec un Magnum 44 chargé. Sur l'enregistrement des conversations du cockpit, on entend quelqu'un sortir des toilettes à l'avant de la cabine. Puis, 2 coups de feu sont tirés. David Burke fait ensuite irruption dans le poste de pilotage. Après avoir tué ou gravement blessé les pilotes, David Burke pousse le manche et l'appareil descend en piqué jusqu'à frôler la vitesse du son. Les enquêteurs ont réalisé un remarquable travail d'investigation. L'analyse scientifique de débris recueillis dans un large périmètre a permis de révéler non seulement l'identité du criminel, mais aussi son mobile. Les agents du FBI sont stupéfaits de constater qu'un homme seul a pu éviter les contrôles de sécurité, introduire une arme à bord et causer la mort de tous les passagers. La conclusion du rapport d'enquête aboutit ainsi à un changement de réglementation. À la suite de cette affaire, un employé licencié doit toujours rendre sur le champ son badge de la compagnie aérienne pour éviter qu'il continue à se prévaloir de sa qualité d'employé d'une compagnie. Il est également devenu impossible de contourner les contrôles comme David Burke l'a fait. L'équipage et tous les employés des compagnies doivent maintenant subir les mêmes contrôles que les passagers. Je sais que ça fait bizarre de voir le commandant de bord passer par le détecteur de métaux, mais c'est une mesure qui a été prise à la suite de cette affaire. Le drame du vol Pacific Southwest a transformé les procédures de sécurité à travers le monde. Mais cette affaire hors du commun pourrait-elle fournir la clé du mystère entourant le vol Arrow Air? En l'absence d'un consensus sur la cause du crash, les enquêteurs canadiens comptent sur un élément clé pour résoudre l'énigme. Les enregistrements des conversations du cockpit. Comme dans le cas du vol Pacific Southwest, les bandes audio devraient permettre de déterminer si un acte délibéré est à l'origine de la catastrophe. Néanmoins, les espoirs des enquêteurs s'effondrent à l'écoute des enregistrements. En fait, l'enregistreur des conversations du cockpit ne fonctionnait pas. Et les enquêteurs constatent qu'il était probablement en panne depuis assez longtemps. En l'absence d'enregistrement des conversations des pilotes, les conclusions du rapport d'enquête restent disputées. Les Philotas est particulièrement critique vis-à-vis de la thèse officielle. Il refuse d'exclure la possibilité d'un acte délibéré. J'étais certain que l'accident n'était pas dû au givre. Donc j'ai discuté avec d'autres enquêteurs et nous sommes arrivés à la conclusion qu'une explosion avait dû endommager les commandes.
À l'image de David Burke, l'employé licencié qui voulait se venger, certains soldats n'étaient pas passés par les contrôles de sécurité. De même, tous les bagages n'avaient pas été inspectés. Or, en tant que militaires, tous les passagers à bord avaient accès à des armes à feu. On peut voir sur ces photos les armes retrouvées sur le site du crash. Une seule grenade bien placée peut suffire à provoquer une catastrophe. Les Philotas et quelques-uns de ses collègues remettent un rapport présentant une conclusion alternative qui remet en cause la thèse majoritaire. Néanmoins, David McNair et son équipe maintiennent leur position. Selon eux, l'éparpillement des débris prouve qu'il n'y a pas eu d'explosion à bord. Les éléments à notre disposition ne suggéraient pas la possibilité d'une explosion en vol. Si une explosion s'était produite, des débris se seraient forcément détachés de l'appareil. Or, ce n'était pas le cas. L'examen du site a clairement montré que l'incendie s'est déclenché après l'impact. Il n'y avait pas de traces d'incendie sur les arbres situés avant. Donc il n'y a aucune explication logique à une explosion en plein vol. Les Philotas affirme pour sa part que certaines preuves d'une explosion ont été négligées durant l'enquête. Un expert très compétent qui avait travaillé pour la NASA et qui avait été engagé par la compagnie d'assurance a découvert des traces d'une explosion interne, selon ses propres termes. Il y avait un trou dans le fuselage et le métal était recourbé vers l'extérieur. Or, cet élément n'a pas du tout été pris en compte. Les Philotas remet également en question les tests chimiques de détection d'explosifs, pas suffisamment complets selon lui. On n'a pas retrouvé de traces d'explosifs parce que les tests pratiqués sur quelques fragments visaient à détecter des explosifs ordinaires, pas des explosifs de grande puissance comme le Semtex. Les Philotas continue de maintenir que la conclusion officielle de l'enquête est erronée. Ainsi, encore aujourd'hui, il n'y a pas de consensus clair sur la cause de la catastrophe, malgré une réouverture de l'enquête quelques années plus tard. En 1989, l'affaire a été réexaminée. Et à ce moment-là, un juge de la Cour suprême du Canada a rejeté les conclusions des deux rapports en disant qu'aucune des deux thèses n'était recevable et que les éléments matériels ne permettaient pas d'affirmer si une des deux conclusions était exacte. There's no more important task that we as soldiers and citizens can perform than to remember our fallen who gave their lives in defense of their country. Le crash a-t-il été causé par le givre ou bien par un attentat? La seule certitude, c'est que malheureusement, la véritable cause de l'accident ne sera jamais établie. C'est la pire catastrophe en temps de paix dans l'histoire de l'armée américaine. Il y avait 250 soldats à bord. Et leurs familles en deuil pensaient avoir droit à une réponse. Beaucoup de gens sont morts ce 12 décembre, et ça aurait pu être évité. 256 familles ont perdu un proche, et elles n'ont pas eu d'explication satisfaisante. C'est dramatique. They and their sacrifice are not forgotten. Each of us here stands in the long shadow of our fallen. We remember, we honor, we mourn. Encore aujourd'hui, les familles des victimes ignorent la véritable cause de la catastrophe. Le vol Arrow Air 1285 semble destiné à rester un mystère.